Nous allons maintenant accueillir Laurent Mismack pour sa présentation sur l'usine connectée et les nouvelles technologies qui arrivent dans le monde industriel. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, le thème que je vais introduire là maintenant, c'est un thème sur les nouvelles technologies qui arrivent dans les ateliers de production. Alors, avant de pouvoir parler effectivement de ces ateliers liés à la production, je suis Laurent Mismack, je suis le directeur des services au sein de la Business Unit Digital Industry pour la France. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur les technologies qui ont provoqué le changement et l'arrivée de la digitalisation. Tout d'abord, on a ce qu'on appelle l'arrivée des capteurs. Donc on va, si vous étiez en plénière, on aurait fait des petites devinettes, mais là on va y aller directement. À savoir que le nombre de capteurs qu'on va trouver aujourd'hui sur un smartphone de haut de gamme est à peu près de 15. 15 capteurs avec des accéléromètres, gyromètres, etc. Aujourd'hui, c'est à peu près 10 milliards de capteurs qui ont été installés sur l'ensemble des smartphones qui ont été vendus. Donc ça veut dire que la notion d'information captée vers l'extérieur existe. Le deuxième point, c'est la bande passante. La bande passante a été énormément améliorée puisque si on prend un exemple très simple, à savoir le nouvel an de 2019, c'est à peu près 100 milliards de messages WhatsApp qui ont été échangés en l'espace de 5 minutes. Et aujourd'hui, les 100 milliards de messages WhatsApp, d'accord, c'est devenu le quotidien. Et la dernière évolution, c'est l'accès dans le monde à l'information. On est à peu près 7,7 milliards d'individus dans le monde et aujourd'hui 57% de ces individus ont un accès vers Internet. Donc on remarque que globalement, la technologie aujourd'hui nous permet, au travers de la communication, au travers de l'échange d'informations, de transfert de données, de pouvoir accéder à ce qu'on appelle la digitalisation. Alors, mais ce n'est pas tout, puisque derrière la digitalisation, il y a aussi ce qu'on appelle des entreprises innovantes qui ont généré des business models digitaux totalement différents. Donc, si on prend un exemple très simple, avant, nous allions chez le disquaire, maintenant c'est fini, on n'y va plus, puisque derrière, on a un échange qui se fait directement en streaming. Le contrôle manuel d'un thermostat chez soi existe toujours pour certains, mais on est capable effectivement avec un simple smartphone de modifier à distance la température, voire gérer complètement de façon domotique, d'accord, notre maison. On voit aussi qu'au niveau industriel, si on prend, mettons, les turbines, aujourd'hui Rolls-Royce ne vend plus ses moteurs, il les vend à l'usage. Donc il fait une facturation à l'heure au fonctionnement. Et pour terminer, on voit qu'effectivement, dans le fleet board, il y a énormément de connexions qui ont été mises en place, de telle façon à avoir une surveillance des flottes de façon plus efficace. Et bien, vous le voyez bien, lorsque vous commandez un colis, vous êtes capable de tracer l'arrivée du colis jusqu'à chez vous. Mais ce n'est pas tout, puisque on remarque qu'il y a une disruption digitale qui a été mise en place, notamment au travers de leaders B2C, donc des fournisseurs de plateformes. Et vous les connaissez très bien, puisque vous les utilisez sûrement. Et ce qui est incroyable, c'est d'avoir Uber, qui est le leader mondial du VTC, qui possède aucun véhicule, d'avoir Facebook, qui est le leader mondial des réseaux sociaux, qui ne produit pas de contenu. Vous avez Alibaba, qui est un distributeur qui ne possède pas de stock. Et puis de l'autre côté, vous avez Airbnb, qui est un loueur qui possède aucun logement. Donc on voit que la révolution digitale est là. Et aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est comment appliquer ces modèles B2B dans l'industrie. Et indirectement, c'est l'industrie 4.0. Donc, quelle est la perspective stratégique d'une entreprise à propos de la digitalisation? Alors, il y a un des points qui est essentiel, c'est soit on est client, soit on est fournisseur. Souvent, on est les deux. À un moment, on est client, à un autre moment, on est fournisseur. Et là, c'était présenté lors des derniers des personnes qui sont passées précédemment. Il y a l'arrivée effectivement de développer de nouvelles compétences. On va le retrouver des deux côtés. Il y a aussi un changement de culture. Aujourd'hui, on ne va plus parler produit, on va plutôt parler valeur. C'est-à-dire qu'on va essayer, le fournisseur vis-à-vis de son client, il va essayer de vendre de la valeur et non pas un produit. Puisque la technologie existe maintenant, qu'a besoin le client? Quels sont les différents types de business models qu'il faut mettre en place? Comment co-construire, construire et co-construire le futur? On voit effectivement aussi un autre terme qui a été utilisé dans les précédentes interventions, qui est la collaboration. Donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, sont posées entre le client et le fournisseur, et surtout augmentées, d'accord, vis-à-vis de la situation du Covid. On le verra un peu plus tard. Derrière, on voit que l'écosystème est important, puisque même un fournisseur ne peut pas tout fournir. Aujourd'hui, on va fournir des solutions technologiques, mais on remarque qu'au travers notamment de start-up ou d'autres types de fournisseurs, ils ont des solutions pertinentes pouvant être intégrées avec les solutions existantes du constructeur. Donc,
Faire de la digitalisation, et ça a été aussi exprimé aussi durant les dernières interventions, c'est de créer son écosystème au travers donc de fournisseurs compétents ayant le même langage, de consultants, de financiers, de développeurs, mais aussi de partenaires publics. Et là, on retrouve les écoles, on retrouve aussi des centres, les centres effectivement donc scientifiques de recherche et développement et autres. Alors, pourquoi passer de l'industrie 4.0 et digitaliser votre production? Tout d'abord, ça démarre tout simplement par l'exigence du consommateur. On voit que le consommateur a besoin donc d'efficacité, il a besoin d'intelligence, il a besoin, on retrouve toujours les termes de la qualité, la flexibilité, d'être connecté, donc, et surtout d'avoir de ce qu'on appelle en fait de la personnalisation, puisque tout passe par la personnalisation maintenant. Donc pour cela, au sein de Siemens, on a mis en place un parcours, on va dire en 3 grandes étapes, qui s'appellent le consulting, l'implémentation et l'optimisation, de telle façon à pouvoir appréhender ce parcours digital qui est à construire avec le client, mais aussi à s'affranchir un petit peu de la vente de produits, de plutôt passer par une proposition de valeur. L'un des premiers points effectivement que l'on va voir, c'est l'aspect consulting. Et cet aspect n'est pas à négliger puisque dans la plupart des cas, les erreurs qui ont été commises, notamment lorsqu'on a fait des POC sur la digitalisation, c'est la mécompréhension du problème client. Donc pour cela, la première chose que l'on va faire, c'est d'éveiller et de stimuler l'intérêt du client. Déjà de voir s'il a le même langage. Ensuite, on va essayer de comprendre et d'identifier les opportunités. Donc pour pouvoir comprendre ces opportunités, il faut déjà savoir le travail qu'il réalise, les solutions existantes, puisque comme on l'a dit aussi précédemment, des solutions de digitalisation existent, d'accord, c'est pas nouveau. Donc il faut savoir les identifier, de voir effectivement qu'est-ce qui est en frustration et qu'est-ce qui donne aussi du gain et de la satisfaction, de telle façon après de pouvoir guider et accompagner le client sur des solutions au regard de ses besoins. Et bien sûr, un des éléments qui est très important, c'est le transfert ensuite de connaissances vers les équipes, afin qu'ils puissent d'une part maintenir en condition opérationnelle ces équipements. Donc pour cela, on a mis en place sur la partie éveillée, donc on a une formation qui permet d'appréhender la digitalisation au sein d'une activité au travers d'ADB. Derrière, on est capable, on dispose d'un showroom en association avec le CEA qui s'appelle le DEX, qui permet de montrer toutes les solutions. Et ensuite, il faut rentrer ce qu'on appelle en atelier de proposition de valeur et en solution de design. Là, on va rentrer dans la technologie de telle façon à pouvoir passer en fait de la théorie à l'acte. Là, on a un exemple très simple. J'ai pu prendre des exemples donc, réels qui ont été réalisés par Siemens. Donc, dans l'industrie chimique, l'objectif était de doubler effectivement les rendements, de transformer de la R&D alors, on a toute une règle réglementaire qui est mise en place dans l'industrie chimie et donc de pouvoir effectivement la digitaliser. Et donc ça a été fait effectivement au travers d'un consulting. On a mis en place, d'une part on a compris, on a essayé ensuite on a planifié, on a mis en place le lancement du projet. Donc aujourd'hui on est sur une feuille de route de 3 ans avec eux, de telle façon à pouvoir arriver aux objectifs qui étaient fournis. Vous avez ensuite la deuxième partie qui est l'implémentation. Donc dans cette implémentation, ici, on va retrouver effectivement les bénéfices notamment du jumeau numérique. Donc vous savez qu'aujourd'hui, c'est simple, on est à peu près séquentiel, hein, on a la conception mécanique, derrière on passe à la conception électrique, et ensuite à la création du logiciel. Dans la plupart des cas c'est séquentiel, ou semi-séquentiel, ça peut chevaucher aussi. Derrière on effectue la mise en place en fait, d'une machine prototype, et à la fin on fait son exploitation et sa mise en service. Donc on voit que l'objectif c'est de pouvoir réduire le temps de mise en service et de faire en sorte qu'ensuite l'exploitation soit beaucoup plus efficiente. Donc c'est demain ou aujourd'hui. Alors ceux qui sont déjà dans le jumeau numérique, il faut inverser les mots, hein, puisqu'ils sont déjà aujourd'hui dans le jumeau numérique et demain ils seront dans l'exploitation. Et ceux qui ne l'ont pas encore abordé, ils sont toujours aujourd'hui et il faut qu'ils passent à demain. Donc on utilise ce qu'on appelle aujourd'hui les jumeaux numériques, c'est-à-dire qu'on est capable de faire la conception mécanique, électrique et la partie programme de façon simultanée. C'est un moment fort puisque c'est le moment où on va dire pratiquement le mécanicien et l'automaticien discutent ensemble. D'ailleurs, on en déduit ce qu'on appelle un virtual commissioning, donc un jumeau numérique. Alors, un des points qui est essentiel, c'est que là, on est en plein Covid. On était en plein Covid déjà l'année dernière. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se déplacer. Donc, aujourd'hui, tous les constructeurs de machines qui sont passés en virtual commissioning ont pu, à distance, montrer à leur client final déjà le rendu final de cette machine. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, auparavant, on était obligé de construire un prototype. Là, on a le deuxième effet qui se coule, on va dire, de l'effet Covid, qui est le manque de composants. Donc,
là aussi, la virtualisation évite justement, d'accord, de mettre en place une machine réelle prototype, donc achat de matériel, éventuellement là aujourd'hui bien sûr retard, hein, puisque composants non livrés ou matières premières plus existantes. Donc là aussi, on va, grâce au jumeau numérique, être un accélérateur de la mise en service et par la suite de son exploitation. Et pourquoi son exploitation? Puisque dans la mesure où on a un jumeau numérique, on va pouvoir ensuite effectuer des modifications au fur et à mesure et faire vivre en fait ce jumeau numérique et de commencer à envoyer effectivement directement les modifications au sein de la machine réelle. Donc des exemples très simples. Dans le domaine du pneumatique, donc je parle des pneus, on a mis en place effectivement le jumeau numérique d'une machine afin de pouvoir faire sa modification en temps réel. Pour l'instant, on a utilisé des solutions telles que NXMCD, qu'on trouve côté PLM, DI Software, CIMIT qui va permettre de simuler le procédé, et PLC Sim qui va permettre de lier l'automate à, ce CAD, d'accord, qui est aujourd'hui simulé. Le deuxième, un autre exemple, pour un constructeur automobile, on a mis en place un jumeau numérique, mais pour la formation. Donc ce jumeau numérique, aujourd'hui, c'est un jumeau numérique qui permet effectivement de mettre en place les métiers de la manutention. Alors, durant le Covid, ça leur a servi, puisque toutes les usines mondiales ont été formées au travers donc, de ces simulateurs avant de passer sur la solution réelle. Donc on remarque que le jumeau numérique peut aussi servir pour la formation, avec une génération de panne automatique. Le dernier point, c'est l'optimisation. Donc derrière, on sait qu'il faut collecter les données, donc on va pouvoir connecter, collecter et bien sûr analyser les données. Donc pour ça, on va utiliser les technologies soit Edge, soit Cloud, ce qu'on appelle le IIoT. Mais on va les utiliser à quelle fin? Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'on ne met pas en fait de l'IoT pour collecter une donnée. On en fait quoi? Donc, il faut repartir sur le cas d'usage du client. Donc, il y a différents types de cas d'usage. Soit il a besoin de connaître sa disponibilité machine, il a besoin de performance de production, il a besoin de qualité, il a besoin de maintenance prévisionnelle, ce qu'on appelle le predictive maintenance en anglais, ou il a besoin donc d'analyser sa consommation d'énergie. Donc, aujourd'hui, la digitalisation passe par l'analyse du cas d'usage. Et là, on va vous montrer des exemples très simples. Dans l'industrie, on retrouve ici dans l'industrie laitière, où ils avaient une problématique d'augmenter leur TRS, donc le taux de disponibilité. Donc on a mis en place un jumeau numérique de la performance, une remontée d'informations et une application orientée intelligence artificielle. Et là, on est capable en fait de ce qu'on appelle on prédit pas, on est capable de faire des pronostics sur le meilleur paramétrage à mettre en place afin d'éviter justement les incidents. Si on prend un autre exemple ici, on est dans la plasturgie, où derrière donc, il y avait une remontée d'informations pour augmenter là aussi le gain de productivité et la disponibilité de chaque machine au sein de l'opérateur. On a mis en place aussi de l'IA là sur la partie maintenance, prédictive maintenance ou maintenance prévisionnelle, où là on a supervisé donc une machine-outil. L'objectif était de pouvoir prédire les anomalies sur des axes, et aujourd'hui on est capable au travers de l'algorithme qu'on a mis en place de pouvoir prédire aussi la casse d'outils. Donc on voit globalement, dans tous ces différents cas, la digitalisation permet d'apporter au travers du cas d'usage une valeur ajoutée à la problématique du client. Et pour terminer, l'efficacité énergétique, puisque là on avait une demande de réduction de consommation d'énergie sur différents systèmes. Notamment, on va retrouver donc les problèmes de récupération de chaleur, les problèmes effectivement de surveillance de compression d'air, ensuite tout ce qui tourne autour de la performance énergétique globale. Et là, aujourd'hui, cet outil nous permet effectivement d'avoir une supervision globale et une réduction des coûts d'énergie. Voilà. Aujourd'hui, c'est qu'un début, comme on dit, hein, puisqu'il y a d'autres sujets tels que les blockchains, tels que le stockage de l'énergie, etc. Mais comme je dis toujours, hein, tout s'apprend, mais tout ça prend du temps. Et on a besoin des écoles pour ça, pour avoir le socle de connaissances de base. Et ensuite, comme on l'a dit, hein, c'est l'entreprise qui va apporter le reste, d'accord, au sein des étudiants.